Euh, Déjà, merci beaucoup aux collaborateurs du CRISPECH pour de nous donner la parole, on va dire partager nos résultats sur cette grande enquête. Donc, moi, c'est Benjamin Gallet, chercheur en psychologie et COB, recherche et transfert du Cégep de Jonquière. Marco aussi est avec nous. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, Marco? Bonjour. Alors moi aussi, je suis à l'ECOB, je suis sociologue, moi. Je travaille en éducation auprès des collégiens. C'est mon principal domaine de recherche. Parfait. Donc, on va poursuivre. Donc, bien sûr, il faut donner du crédit à nos co-chercheurs, Marie-Ève Blackburn d'ECOB également, Daniel Landry et Stéphane Roy, enseignants-chercheurs au Collège La Flèche, Joanie Paré, qui est aussi notre collaboratrice sur ce projet, et puis toute l'équipe d'ECOB qui nous soutient. Bien sûr, les participants, les étudiants principales cibles, mais aussi, bien sûr, participants actifs. Vous verrez, on est vraiment très, très content de leur taux de participation. J'espère qu'on peut leur rendre à travers toutes les communications qu'on fait. Merci bien sûr aux différents membres des CER. On a aussi un nombre important, vous verrez, d'établissements qui ont participé. Et cette enquête a été rendue possible grâce à la contribution financière du ministère du MES, l'enseignement supérieur. Donc, merci à toutes ces personnes. Au niveau de l'échantillon, je vais commencer par vous parler de l'échantillon total, donc de l'ensemble des participants à cette étude. Cette étude, en fait, a eu lieu, on disait vraiment à la session d'automne 2020, fin novembre jusque décembre, mi-décembre. Et nous avons eu la participation en tout cas, on a retenu la participation de 8 581 étudiants. Donc, on avait un peu plus, ce chiffre était plus élevé au départ, mais on a vraiment essayé de conserver ceux qui avaient répondu à l'ensemble du questionnaire. On voit que la répartition hommes-femmes, les femmes, c'est 73% de notre échantillon. C'est un phénomène assez connu dans les questionnaires, dans les taux de réponse, en tout cas des questionnaires, dans le volontariat. On peut également voir que la plupart des étudiants participants ont entre 18 et 19 ans, 39% à plus de 20 ans, puis le reste 17 ans et moins. Le nombre d'étudiants avec des enfants à charge est d'environ 7%, les étudiants internationaux environ 5%, et les personnes s'étant proclamées comme personnes autochtones autour de 3%. On voit ici la répartition, la distribution régionale de 18 cégeps donc, participant à cette enquête. On peut constater que les cégeps proviennent, cégeps et collèges, de plusieurs régions du Québec. On peut donc supposer que les données présentées sont assez représentatives de la situation moyenne des collèges québécois. Donc, comme je l'ai dit, 18 collèges et 6 centres d'études ont participé. Au niveau de l'échantillon, toujours les secteurs des répondants, 50% en technique, le reste plutôt prioritairement, bien sûr, en pré-U et formation continue, 7,6%, etc. Et les sessions également, ça c'est important. Première session à ce moment-là, donc à l'automne dernier, 37% des étudiants étaient à leur première session. Tout le reste était à 2 sessions et plus. Alors, ici, c'est la liste des personnes qui ont répondu comme ayant ou connaissant un trouble, une difficulté ou un handicap. Et comme on le note sur la diapositive, la possibilité de plusieurs troubles chez un même participant. Donc, quand vous additionnez tous les chiffres là de la liste, ça vous donne bien, moins ou plus que 100%, mais parce que c'était la possibilité de le dire un ou plusieurs troubles. Mais on a 61,5% des participants qui ont dit ne se reconnaître dans aucun de ces cas-là. Par la suite, on a 22% des participants qui ont répondu avoir donc un trouble de santé mentale.
17,4 un trouble, une déficience neurologique, 6,2 des troubles de l'apprentissage, pardon, et pour le reste, ce sont des pourcentages, des proportions plus faibles. Donc, on commence un petit peu là à vous donner un portrait de sous-groupes. Et notamment ici, je suis allé avec Marco, nous sommes allés dans l'ordre en fait un petit peu de la prévalence exprimée dans ces statistiques-là. Donc, on commence avec les participants ayant déclaré être atteints d'un trouble de santé mentale. Encore une fois, 22,1% de l'échantillon. Et c'est quand même 1896 participants qui ont noté avoir ces difficultés-là. Et on avait donné des exemples pour vous donner un petit peu, vous aussi, une représentation de ce que sont ces étudiants-là. Troubles anxieux, troubles de la personnalité, dépression, troubles bipolaires, troubles alimentaires, schizophrénie. Un élément important, bien sûr, on pourra en discuter dans les questions, mais nous avons souhaité être le plus inclusif possible dans cette question-là. Donc, il ne s'agit pas d'étudiants ayant reçu un diagnostic, mais vraiment des jeunes, des étudiants se reconnaissant parmi les troubles ou les symptômes ou les niveaux de handicap présentés. Donc, très rapidement, pour la description de l'échantillon, à chaque fois, on a comparé donc notre sous-groupe avec le score total des participants. D'ailleurs, un élément statistique important pour simplifier le taux énorme de statistiques que nous avons créé. On ne compare pas un groupe avec le reste des étudiants en extrayant, bien sûr, le groupe dont on parle. Non, on compare à chaque fois avec l'ensemble des étudiants comprenant finalement le sous-groupe dont on parle. C'est un élément important à prendre en considération. Donc là, on voit une différence au niveau surtout de la répartition hommes-femmes avec encore une surreprésentation de femmes encore plus marquée que dans le groupe total. Et puis une différence surtout, vous voyez, au niveau étudiants internationaux où 2,3 seulement ont considéré avoir un trouble en santé mentale versus le 5,1 observé par ailleurs. Là, on retrouve les statistiques, mais cette fois, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le domaine de la santé, c'est peut-être pas un terme très joli dans le monde de l'éducation, mais la comorbidité, c'est-à-dire que parmi les étudiants ayant coché qu'ils avaient un trouble de santé mentale, ils avaient la possibilité, comme on vous disait, de cocher aussi d'autres cases et 32,4% d'entre eux considèrent qu'ils ont également une déficience neurologique et 11,2% un trouble d'apprentissage. Là, je vais donner la parole à Marco pour la suite. Oui, voilà. Alors, une des questions qu'on avait intégrées au questionnaire, c'est l'accès au matériel scolaire qu'on jugeait nécessaire. Nécessaire dans le cadre de l'enseignement à distance qui était quand même assez fréquent au moment de la collecte des données qui, je le rappelle, s'est déroulé entre le 23 novembre 2020 et le 14 décembre. Donc, à la même période que cette année, il y a tout juste un an. C'était la deuxième vague de collecte de données sur l'adaptation des étudiants à la COVID. On a lancé maintenant la troisième vague. Là, on aura des données plus tard, on en parlera. Mais donc, l'accès au matériel, il y a un an, c'était quelque chose d'assez central et on était heureux de constater que 90 ou environ là, et plus avaient accès à un ordinateur, un microphone, une caméra, des éléments qui sont vraiment, on le sait, nécessaires quand on est en enseignement à distance ou hybride. Malheureusement, il y avait quand même 16 à 17 des étudiants qui n'avaient pas accès à des livres ou manuels de cours. Donc, ça peut quand même, ça commence à être une proportion inquiétante. Et pour les 4 premières dimensions, les 4 premiers éléments dont on parle, il n'y a pas vraiment de différence entre les étudiants qui ont un trouble de santé mentale, la colonne de gauche, avec l'ensemble de l'échantillon. Malheureusement, là où le bas blesse un petit peu, c'est dans les 3 éléments du bas, et c'est là qu'on observe des différences entre les étudiants qui ont des troubles de santé mentale et l'ensemble de l'échantillon. C'est-à-dire que un peu plus de 70 ont accès à Internet haute vitesse, 72 chez les étudiants qui ont un trouble de santé mentale et un peu plus, là, 76 dans l'ensemble de l'échantillon. Il y a une petite différence ici. C'est la même chose, encore un peu pire,
quant à l'accès aux logiciels spécialisés, c'est le cas de seulement les 2 tiers environ des étudiants, un peu moins quand on souffre d'un trouble de santé mentale. Et l'accès au matériel adapté, quand on en a besoin, évidemment, 55 des étudiants souffrant de troubles de santé mentale qui en avaient besoin, seulement pouvaient y accéder, comparativement à 63 Alors, c'est les éléments les plus rares dans le matériel où on observe malheureusement des écarts entre les 2 groupes. La connaissance de l'informatique, elle, c'était quand même, c'est un autre élément. Ce n'est pas matériel cette fois-là, mais c'est de l'ordre des compétences. Est-ce qu'elle est suffisante pour utiliser les plateformes informatiques que cela implique, hein, l'enseignement à distance? Donc, là aussi, on était content de constater que c'était 88-90 des étudiants qui déclaraient eux-mêmes être tout à fait en accord avec le fait qu'ils ont les compétences qu'il fallait, les connaissances. Donc, il y a une petite différence de 2 là, entre les 2 groupes. Ce n'est pas un écart qui nous inquiète outre mesure. Accès à un lieu propice, par contre, aux études, comme une pièce à la maison, exemple de bruit, là, on commence à avoir une différence. Là, on est de l'ordre de 8 entre les 2 groupes. Et c'est là aussi 62 seulement des étudiants souffrant d'un trouble de santé mentale qui déclarent avoir accès à ce lieu. Et ça, c'est un peu plus dommageable, mais c'est plus difficile d'avoir le contrôle comme établissement d'enseignement sur ce genre de situation. Mais on peut lancer un message aux familles, aux jeunes eux-mêmes, de prendre le temps de s'installer comme il faut dans ces contextes-là. Les inquiétudes des étudiants concernant l'enseignement à distance, hein, c'est majeur, on sait, on a mesuré souvent, on en entend dans plusieurs enquêtes. Bien, il faut voir qu'elles sont vraiment présentes. Les 3 quarts des étudiants ont vraiment hâte à un retour l'an dernier, là, avaient vraiment hâte à un retour en enseignement exclusivement en présence, parce que la vie sociale leur manquait énormément. Il y a une petite différence, 75 à 78 mais ce n'est pas majeur entre les 2 groupes. Ce n'est pas là-dessus qu'on est surpris. Je suis préoccupé par le calcul de ma cotère. Bien, là aussi, c'est le lot d'une majorité d'étudiants. Presque 74 des étudiants qui vivent des troubles de santé mentaux déclarent que ça les préoccupe, la cotère, la fameuse cotère, contre les 2 tiers de l'ensemble de l'échantillon. Donc, un peu plus présent, cette crainte. Puis, j'ai certaines inquiétudes relatives à l'épreuve uniforme de français. Là aussi, il y a une différence entre les 2 groupes. Environ exactement les 2 tiers pour l'ensemble de l'échantillon, presque le 3 quarts pour les étudiants souffrant de troubles de santé mentale. Maintenant, l'abandon ou le fait de songer à l'abandon, on a distingué 2 choses. La proportion des participants qui ont abandonné un ou plusieurs cours dans la session et à droite, la proportion des participants ayant songé à abandonner tous leurs cours. À gauche, il y a une distinction sur le fait d'avoir abandonné. Vous voyez, le quart des étudiants souffrant d'un trouble de santé mentale ont abandonné un ou plusieurs cours, contre 17 dans l'ensemble de l'échantillon. Mais regardez le chiffre à droite, là, avoir songé à abandonner tous les cours, c'est presque 45 des étudiants ayant un trouble de santé mentale. C'est vraiment majeur comparativement aux 30 de l'ensemble de l'échantillon. Fait que là, c'est le premier gros écart qu'on observe là, depuis tantôt, là, qui nous frappe un peu plus. On l'a encadré d'un carré rouge. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que, évidemment, c'est la mesure extrême de la difficulté de l'adaptation scolaire, là, songer à partir. Maintenant, si on se penche un peu sur les modalités d'enseignement elles-mêmes, on va y aller très rapidement aujourd'hui parce on a fait d'ailleurs un webinaire complet sur ce sujet-là. On pourrait occuper l'heure avec les données. C'était une des bonnes parties du questionnaire. Une des premières choses à voir, c'est que les fréquences, les impacts du changement de modalité d'enseignement sont majeurs. Mais quand même, les 2 tiers des étudiants sont satisfaits de la manière dont le collège a mis en place des mesures de protection face à l'épidémie. Donc, ça, ce côté-là, c'est quand même les 2 tiers. Il y en a 1 tiers qui ne sont pas tout à fait satisfaits, tantôt parce qu'ils trouvent qu'il y en a trop, tantôt qu'ils trouvent qu'il n'y en a pas assez. On a de la difficulté à faire la distinction, mais quand même, pour les 2 tiers, c'est adéquat. Il y a par contre beaucoup d'étudiants, presque les 3 quarts des étudiants aux prises avec un trouble de santé mentale qui disent qu'ils ont de la misère à identifier ce qu'on attend d'eux dans les cours. Ça, c'est de l'ordre du communicationnel, du rôle d'étudiant,
de ce que le prof n'a pas le temps ou ne prend pas le temps ou la normalité de ce qui se passe dans un cours, bien, tout est un peu chambardé, tout est un peu chamboulé. Les étudiants sont un peu perplexes face à leur rôle d'étudiant. C'est le cas de 63 de l'ensemble de l'échantillon, c'est 10 de plus quand on a un trouble de santé mentale. Puis, c'est la même chose, 75 des étudiants ayant des troubles de santé mentaux nous disent que le changement pédagogique génère du stress important. Donc, c'est les 3/4 contre 59 dans l'ensemble. C'est vraiment majeur. Ce n'est pas surprenant parce qu'on est dans un groupe qui déclare souffrir d'un trouble de santé mentale. Là. Le contraire serait très surprenant, mais quand même, c'est identifie une cause à la montée du stress ici, dans cette question-là. Pas juste un état, dire que c'est le changement pédagogique. La charge de travail qui a augmenté, bien, ça aussi, c'est majeur. On l'entend partout dans toutes les enquêtes qui sont publiées, mais 69 des étudiants qui ont un trouble de santé mentale déclarent ça, qui constatent que leur charge a considérablement augmenté. Ce n'est pas rien. Et puis, malheureusement, bien, il y a juste que, autour d'un quart, un peu plus d'un quart des étudiants qui disent que leur cégep offre un enseignement d'aussi bonne qualité qu'avant. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux groupes ici. Là. C'est un peu plus positif chez les étudiants qui ont un trouble de santé mentale, mais ça ne vient pas ajouter au regard plus sévère sur la qualité de l'enseignement des étudiants subir d'un trouble de santé mentale, mais quand même, c'est que le corps, il faut le souligner. Dans la prochaine diapo, là, vous allez voir beaucoup de chiffres, mais le PowerPoint sera disponible pour ceux qui en feraient la demande plus tard, là, mais je vais attirer votre attention pour le moment dans la colonne où il y a une flèche rouge seulement, puis on va la comparer en présentiel, là, en présence, la première. C'est qu'on a distingué la satisfaction puis les effets de chacune des modalités d'enseignement. On en a distingué 4, l'enseignement en présence, à distance asynchrone, à distance synchrone et l'enseignement hybride, qu'on avait défini là, comme ayant 5 à 11 séances asynchrones. Donc, dans chacun des cas, on peut comparer l'ensemble d'échantillons aux élèves, aux étudiants qui ont un trouble de santé mentale. On ne fera pas tout ça. Je vous amène à distance parce que c'est la modalité la plus fréquente. C'est le cas de 8 275 personnes dans notre échantillon. 96 presque 97 ont eu des cours à distance l'automne dernier. Donc, la satisfaction, bien, 57 versus 61 c'est peu, mais regardez en présence à côté, là, on ne part pas de 100. C'est 77 et 80. Là. Voyez-vous, là, on se dit c'est plus bas, effectivement, la satisfaction face à l'enseignement synchrone. Les effets négatifs de cette modalité d'enseignement sur la motivation, bien, plusieurs en déclarent, en observent. 64 des étudiants en situation en trouble de santé mentale. Voyez-vous, là, c'est un peu plus, 5 de plus que l'ensemble des échantillons. Donc, quand même, il y a un impact là. Puis là, la prochaine diapo, vous voyez beaucoup de mesures d'effets négatifs. Regardez là, qu'on regarde pour l'apprentissage, pour les résultats scolaires, pour le stress. Les proportions sont toujours plus élevées dans la première colonne encerclée en rouge, c'est-à-dire chez les étudiants qui ont des troubles de santé mentale comparativement à l'ensemble. Donc, ça ajoute un élément de plus qui amène des effets négatifs, mais c'est des proportions importantes qui mesurent des effets négatifs. Il faut en tenir compte. Voilà, je te redonne la parole, Benjamin. Merci, Marco. Alors, on passe donc sur les mesures de la santé mentale. Là encore, aujourd'hui, on vous donne beaucoup de chiffres. Hein. Ces chiffres pourront être retrouvés en effet dans le PowerPoint qu'on va vous transmettre. Puis, on vous invite surtout à vous donner des éléments pour votre propre réflexion plutôt que de vous amener nous-mêmes des réflexions, des interprétations. Voilà, c'est un transfert vraiment descriptif et statistique presque épidémiologique. En santé mentale, alors on a utilisé, c'est une des forces aussi, je dirais, on aime bien de temps en temps se caresser dans le sens du poil, là, mais une des forces de nos enquêtes, c'est l'utilisation justement d'échelles de mesures de la santé mentale validées, normées, pour lesquelles il y a même des scores seuils permettant de distinguer à la fois différentes catégories d'anxiété, de dépression, mais aussi, entre guillemets, présence-absence
de ces symptômes-là. C'est très utilisé, ces échelles, notamment en première ligne. Donc, vraiment, ça, c'est… Bien sûr, ça n'est pas des échelles diagnostiques. Il faut ensuite, une fois que les scores sont élevés, ce qui se passe en première et deuxième ligne dans nos réseaux de santé, c'est qu'après, on oriente la personne vers une évaluation plus approfondie et faite par un spécialiste. Mais c'est déjà quand même un très bon indicateur de ce qui se passe, plutôt qu'une question comme « Vous sentez-vous anxieux ?» par exemple. Donc, ça reprend en fait les critères du manuel de diagnostic. Voilà, ça c'est dit maintenant pour tous les différents sous-groupes dont on va vous parler. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben là aussi, j'ai fait mes encadrés en rouge pour vous aiguiller un peu dans ces gros tableaux. En fait, on voit que déjà, pour ceux qui n'ont pas entendu, vu nos résultats sur l'ensemble de la population étudiante, eh bien, déjà 41% présentaient un trouble d'anxiété généralisée potentiel, suggéré par l'outil. Eh bien, pour ce sous-groupe de troubles de santé mentale, c'est 72,6%, donc c'est très important. Comme le disait Marco, ça tombe un peu sous le sens puisque c'est un groupe qui s'auto-déclare comme ayant des troubles justement de santé mentale. Donc, c'est peut-être pas là que c'est le plus intéressant, mais dans les autres sous-groupes. Mais quand même, premièrement, ils ne se trompent pas. Puis deuxièmement, c'est sûr que l'historique de savoir si des gens qui en souffraient avant la COVID ou juste à ce moment-là, on n'a pas cette information, mais en tout cas, même si c'est des gens qui se disent « ouais, je ne me sens pas bien, allez, je me mets dans la catégorie de santé mentale », ben oui, 73% d'entre eux ont vraiment une difficulté au niveau de l'anxiété. Et justement, ce que je voulais montrer ici dans le deuxième carré en bas, c'est que la proportion, le 30% de plus dans ce sous-groupe-là, on aurait pu l'avoir en anxiété modérée, par exemple, puisque c'est les deux catégories, modérée et sévère, qui rentrent dans la catégorie « j'ai de l'anxiété versus j'en ai pas ». Malheureusement, c'est un 25% de plus dans l'anxiété sévère. Et cette différence-là, en fait, elle est beaucoup représentée chez les hommes présentant un trouble de santé mentale. Parce qu'en effet, on vient pratiquement annuler l'effet de genre qui est un effet de genre qu'on observe chez la population générale, dans le reste de nos étudiants. Et bien là, finalement, il n'y a presque pas d'effet de genre. Les hommes comme les femmes ayant un trouble de santé mentale ont une présence d'anxiété pour beaucoup. Maintenant, regardons la dépression. C'est le même type d'outil, donc je ne vais pas vous représenter cet élément-là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a 5 ans, je calcule vite fait, pratiquement, c'est ça, 27%, 27-28% de plus de personnes présentant un épisode dépressif majeur potentiel suggéré par l'outil. Et là encore, vous voyez, ce 28% malheureusement se retrouve dans les catégories les plus sévères de dépression. Donc, on a quand même, on enlève ça, mais on est presque à 55% de jeunes qui auraient vraiment un épisode dépressif majeur actuel, en tout cas 55% de ceux qui considéraient avoir un TSM. Là encore, l'effet de genre est presque annulé. Il y a beaucoup de garçons ou d'hommes ayant un trouble de santé mentale qui présentent un épisode dépressif majeur potentiel. Alors que chez les femmes, l'effet est moins impressionnant, même si malheureusement, il y en a beaucoup d'entre elles qui présentent la dépression. Une autre façon aussi de questionner la santé mentale, mais cette fois plus en termes justement de résilience, c'est-à-dire qu'on a questionné les jeunes sur globalement, est-ce que cette crise aura un impact positif sur la perception que tu as toi-même, se sentir plus solide pour faire face aux difficultés, aux épreuves, parce que face à l'adversité, une crise comme la pandémie, surtout l'an dernier, c'est normal de ressentir des émotions négatives et fortes. C'est un élément qui peut être aigu, transitoire, mais par contre, c'est l'impact que cette phase-là va avoir plus en profondeur sur la perception que vous avez de vous-même face aux difficultés. Ça, c'est un peu plus profond. Eh bien, on voit qu'il y a 12% de moins, voilà, ça c'est… Je n'avais pas d'autre chose. 12% de moins chez les jeunes ayant un trouble de santé mentale qui considèrent que l'impact sera positif. On a également questionné, cette fois,
l'impact négatif, parce que vous pouvez dire oui à l'impact positif et être neutre à côté par rapport au négatif, ou parfois même mettre les deux parce que vous sentez que ça va avoir du bon et du mauvais sur vous. Donc, on l'a reposé aussi au niveau négatif. Et là, c'est 14,5% de plus des jeunes présentant un TSM qui, donc presque 62% d'entre eux qui pensent que ça va avoir un impact négatif, donc une perte d'estime de soi. Voilà. Maintenant, en fait, nous vous présentons le sous-échantillon qui présente une déficience ou un handicap neurologique, ce qui correspond à 17,4% de l'échantillon total. Donc, c'est quand même, encore une fois, un sous-échantillon, mais c'est une étude importante, je dirais. Si on avait ciblé uniquement ces étudiants-là, ben, ce serait quand même 1422 participants. Donc là, pour vous donner une bonne idée aussi de ce que l'on attendait dans ce critère-là, on a donné l'exemple de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles du spectre de l'autisme, troubles du langage, dont on pourra reparler après, traumatisme crânio-cérébral, migraine, épilepsie, Saint-Gilles de la Tourette, sclérose en plaques, etc. Là encore, l'échantillon, très brièvement, un petit peu moins d'étudiants de 17 ans et moins, et ce 3%-là se retrouve justement dans la catégorie des 20 ans et plus. Et les étudiants internationaux, beaucoup moins, présentent une déficience neurologique selon ce qu'ils ont écrit. Donc là, rapidement, c'est intéressant de voir que les handicaps neurologiques s'accompagnent davantage de troubles de santé mentale que de troubles d'apprentissage quand on regarde la comorbidité. Et je redonne la parole à Marco pour les aspects scolaires. Oui, sur cette diapo, on va passer plus vite parce que c'est les mêmes résultats que tout à l'heure ou à peu près, mais bien qu'on voit un peu moins de différence. C'est les mêmes éléments où il y a un peu moins d'accès au matériel, là, Internet, logiciels spécialisés, matériel adapté. Et la différence entre le groupe des étudiants ayant une déficience neurologique et l'ensemble d'échantillons est un peu moins prononcée ici. Donc, il y a un peu moins de différence, c'est un peu moins déterminant à ce niveau-là. Concernant la connaissance de l'informatique, c'est aussi semblable de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Tantôt, il y avait 2 de différence. Là, on en est à 3. Ce n'est pas une différence marquée. L'accès à un lieu propice pour études, là aussi, dans ce sous-groupe-là, est plus bas que dans l'ensemble d'échantillons, à peu près du même ordre que ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas de surprise. Ce groupe-là ne se démarque pas jusqu'à date de ceux qui ont des troubles de santé mentale. J'ai hâte d'avoir un retour à l'enseignement exclusivement en présence. Bien là, c'est très présent. C'est 80 des gens ayant une déficience neurologique qui disent qu'ils ont extrêmement hâte. Tant qu'aux autres, 2 autres données, ça ressemble à ce qu'on avait tantôt, là, les portraits. C'est quelques points de différence. La proportion qui ont abandonné un cours, là aussi, c'est très semblable. Puis la distinction entre les 2 groupes en ce qui a trait à avoir songé à abandonner les cours est un peu moins grande. Tantôt, on atteignait presque 45 mais là, c'est 40. Fait que c'est quand même 10 points de pourcentage de plus pour ce sous-groupe-là ayant des déficiences neurologiques. Quand même, ce n'est pas rien. Après ça, sur les effets du changement, on voit les mêmes variables où il y a des distinctions. Écoutez, c'est presque du copier-coller, honnêtement. Donc, c'est vraiment avoir de la difficulté à voir ce qu'on attend de nous en classe. Les changements pédagogiques dans les méthodes d'enseignement ont occasionné un grand stress. Et puis, ma charge de travail a considérablement augmenté. C'est là aussi que se démarquent les 2 groupes ici. La satisfaction est moins grande, elle aussi, quand on est en présence à distance, 54 c'est semblable à tantôt. Motivation, 64 des jeunes qui ont un trouble de déficience neurologique qui disent observer des effets négatifs sur la motivation. C'est une proportion quand même importante quand on sait l'importance de la motivation. Et puis là, un peu comme tantôt, on voit les différences, toujours 10, 15 5 tantôt. Bon, mais sur chaque indicateur mesuré sur les effets négatifs de la modalité d'enseignement à distance,
ben, les étudiants ayant une déficience neurologique se distinguent malheureusement en étant plus nombreux à déclarer des effets négatifs. C'est systématique ici aussi. Donc, comme je disais tantôt, à une chose s'ajoute une autre. Chez eux, les difficultés se sont accrues par leur état de déficience neurologique. Là, ça augmente les enjeux de l'enseignement à distance. Donc, on reprend sur la santé mentale. Là aussi, on va peut-être aller relativement vite, mais ce que je tenais à dire, c'est que justement, autant tantôt, les gens s'étaient déclarés ayant un trouble de santé mentale, donc c'était peut-être pas optimal d'aller regarder leur santé mentale, même si je pense que c'est intéressant. Mais là, on est sur en tout cas des déficits, des handicaps qui sont censés être beaucoup plus chroniques, qui ne sont pas censés, en tout cas, être arrivés à cause de la COVID. Ils sont peut-être amplifiés, mais pas, c'est pas dû à la COVID. Pour santé mentale, c'était peut-être pas le cas non plus, mais c'était plus difficile de savoir. Alors donc là, ça devient intéressant de regarder la différence avec le groupe total et on voit un peu plus de 15% de différence au niveau de l'anxiété. Donc oui, un jeune ayant un handicap neurologique ou un déficit, eh bien, pendant cette deuxième vague, ils sont 15 points de pourcentage de plus à avoir été cotés comme étant anxieux selon les échelles validées. Puis là encore, eh bien, malheureusement, la plus grande partie de cette différence est observée dans la catégorie d'anxiété la plus sévère. Pour la dépression, c'est la même chose, mais on atteint des scores vraiment très importants, voire alarmants, puisque 65% des jeunes ayant un déficit neurologique, eh bien, en tout cas, ont été cotés par l'instrument comme ayant un épisode dépressif majeur actuel, potentiel. Et là encore, donc, c'est une grande différence par rapport au groupe total qui était déjà pourtant énorme. Presque un étudiant sur deux, sur 8600 présentait de la dépression, mais là, c'est d'autant plus. Puis il y a 14% qui sont encore une fois dans les catégories les plus sévères. Donc, vous avez 41-42% des étudiants déficit neurologique qui sont cotés comme étant sévèrement déprimés l'an dernier, il y a exactement un an. Sur les impacts, eh bien, un petit peu la même tendance, c'est-à-dire que notre sous-groupe a encore moins, en tout cas, ils sont moins nombreux, la fréquence est moins importante à avoir considéré que cette COVID aurait un impact positif pour eux, et inversement, ils sont plus nombreux à avoir considéré que ça aurait un impact négatif. Passons maintenant au dernier portrait, qui est celui des étudiants ayant déclaré être atteints d'un trouble de l'apprentissage. Donc, c'est 6,2%, c'est 534 étudiants. Là encore, ça peut paraître petit par rapport à l'ensemble de l'échantillon, mais c'est rare d'avoir autant de personnes évaluées sur un trouble spécifique. Donc, je pense qu'on avait envie de vous le montrer parce que ce sont aussi des troubles vraiment spécifiques à notre monde de l'enseignement. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent être importantes pour vous autres. Donc là, on avait donné comme exemple dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Au niveau, donc ils sont moins nombreux encore à être jeunes, à être 17 ans et moins nombreux que l'ensemble des participants, et plus nombreux, la répartition bascule chez les 20 ans et plus. C'est à peu près la seule différence qu'on pourrait noter, sauf que étudiants internationaux, parce que je travaille, Marco aussi, on travaille beaucoup sur cette population-là, mais tantôt, c'était souvent moins représenté. Eh bien là, ils sont plus représentés que l'ensemble de notre échantillon, donc c'est assez notable. Benjamin? Oui. Juste pour signaler qu'il reste 5 minutes à la présentation. 5 minutes, on va passer vite alors, mais voilà. Donc là, on voit le lien, l'association entre justement ce trouble d'apprentissage et déficience neurologique. Là, ils sont 47 à avoir une comorbidité. Et puis, je repasse la parole à Marco. Oui, alors rapidement, ici, on découvre dans ce sous-groupe-là des étudiants qui ont des troubles d'apprentissage, un nouvel élément où il y a une différence. Hein, l'ordonnancement est assez semblable depuis tout à l'heure entre chacun des éléments, mais
les livres et manuels de cours, où là, il y a une différence entre les deux groupes, un peu plus marquée que ce qu'on avait jusqu'à maintenant dans les deux autres premiers groupes. Alors là, vos hypothèses valent la mienne, mais est-ce qu'ils ont manqué d'attention justement pour aller chercher ce qu'il fallait? Est-ce qu'il y a un manque de motivation à un moment donné? Je sais. C'est difficile à expliquer. On n'a pas les explications, mais c'est particulier que le manuel, quand on a des troubles d'apprentissage, on y ait moins accès que l'ensemble d'échantillons. C'est certainement pas une condition qui aidera à la réussite. Maintenant, en ce qui concerne la connaissance de l'informatique, ici, on va voir une petite différence un peu plus marquée avec l'ensemble d'échantillons dans ce groupe-ci, 84 c'est un peu plus marqué que ce qu'on a vu dans les autres groupes. Puis l'accès à un lieu propice, c'est aussi du même ordre. Pas de surprise. Les inquiétudes face à l'épreuve uniforme de français atteignent un plus grand écart encore ici dans ce sous-groupe-là. Les étudiants ayant des troubles d'apprentissage, c'est un moment écueil pour eux. Ici aussi, la proportion qui a abandonné, c'est semblable à ce qu'on a dit dans les deux premiers groupes. Ici, c'est 40 10 de plus que l'ensemble de l'échantillon. Les modalités d'enseignement, c'est du même ordre. Là. Écoutez, c'est un peu plus. La seule différence, c'est qu'on atteint 31 des étudiants qui croient que dans ce sous-groupe-là, qu'il y a des troubles d'apprentissage, que la qualité d'enseignement est aussi bonne qu'avant. C'est la grande distinction de ce qu'on a vu à date dans les autres groupes. Là aussi, le pourcentage de satisfaction atteint quand même presque 61 Il n'y a pas de différence entre les deux groupes ici. 60,7 et 61,3 ça, c'est un fait à signaler chez les étudiants ayant des troubles d'apprentissage. Donc, la satisfaction de l'enseignement à distance est équivalente. La motivation, bien, malheureusement, ils sont plus nombreux à noter des effets négatifs, comme dans toutes les autres manières de mesurer des effets négatifs de l'enseignement à distance. Je tiens à souligner encore une fois, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement, la première colonne en présentiel, là, il y a toujours des gens qui soulignent des effets négatifs. Ce n'est pas une panacée. Là. On ne part pas d'une proportion observée à distance comparée à zéro, comme si tout était parfait en présentiel. Loin de là, il y a toujours un quart à la moitié des gens, pratiquement avec 47 sur le stress, qui disent qu'à l'automne 2020, c'était quand même stressant ou ça avait des effets négatifs d'aller en présence dans les collèges. Donc, on ne se compare pas à zéro, ce n'est pas une panacée. Ça, c'est important de le souligner. Je ne l'ai peut-être pas fait assez jusqu'à date, mais c'est quand même beaucoup plus élevé sur l'enseignement synchrone. Ensuite, je te redonne déjà la parole. J'ai fait ça vite. Merci, ça va vite, ça va vite. Écoutez, même système. Ben là aussi, peut-être que là, c'est moins marqué. C'est ça qu'on va retenir également aussi, c'est que les troubles enfin, en tout cas, la santé mentale, les déficits ou les troubles étaient moins marqués pour ce sous-groupe-là, mais on a quand même plus d'un étudiant sur deux qui présente quand même de l'anxiété dans ce sous-groupe et qu'on en a même 10 points de pourcentage de plus que l'ensemble des participants qui ont de l'anxiété sévère. Donc, c'est quand même presque un étudiant sur 3 qui a un TA qui avait également un trouble anxieux l'an dernier. Ça, c'est quand même notable. Et même chose au niveau de la dépression. Puis, on peut comprendre justement que ce soit anxiogène pour quelqu'un qui a déjà des déficits ou des troubles d'apprentissage, la COVID, la distance, tous les effets démontrés par Marco, finalement, ben, on peut comprendre que ce soit anxiogène pour un jeune présentant un TA, mais que la dépression également soit d'autant plus marquée, ça, c'est quelque chose, peut-être un résultat plus novateur, en tout cas pour lequel on avait moins d'hypothèses. Et là encore, un gros 10% de plus dans les catégories les plus sévères de la dépression. Au niveau de on va terminer là-dessus un petit peu, voilà. Donc là, les différences, là, c'est moins marqué encore. Donc, il y a moins d'impact positif, plus d'impact négatif, mais un peu moins marqué que dans les deux autres groupes. Puis, pour l'utilisation des services, quand même, c'est important. Ben là, on voit justement en trouble d'apprentissage, on utilisait beaucoup plus les services adaptés que les autres, mais c'est vous, les spécialistes, qui nous direz si vous vous attendiez même à plus, puis que finalement, à cause de l'enseignement à distance, eh bien, il y en a moins que d'habitude qu'on a utilisé. Pour ce qui est des services psychosociaux, par exemple, bon, si j'enlève troubles de santé mentale,
on a quand même une utilisation importante dans le cégep et à l'extérieur des cégeps pour les deux autres sous-groupes. Mais santé mentale, c'est bien quand même de voir que beaucoup ont utilisé les services quand on voit l'importance de leurs troubles de santé mentale. Mais j'ai fait mes calculs, puis ça n'est pas tous ceux qui présentent un trouble d'anxiété ou de dépression coté selon l'échelle qui ont utilisé des services. Donc, il faudra voir à l'avenir ce que tout cela apporte. On avait regardé un peu les déterminants de ces troubles psychosociaux pour l'ensemble des étudiants. On pourra y revenir si vous avez des questions. Et puis, là, je voulais te laisser simplement conclure, Marcos, si Pauline nous laisse le temps. Mais, Oui, vous pouvez conclure, il est 12h45, donc juste la petite phrase de conclusion et on va pouvoir passer à la période de... Il nous reste 3 diapos, Pauline. C'est vraiment le bilan sur les conditions d'apprentissage qu'on a appelé très généralement, là. D'abord, l'accès au matériel scolaire, dans tout ce qu'on vous a montré, est moins fréquent dans les 3 groupes à l'étude, aussi bien en santé mentale, les étudiants ayant un trouble de santé mentale, un déficit neurologique ou un trouble d'apprentissage. Les connaissances en informatique ne sont pas plus problématiques que chez les autres étudiants dans les 3 groupes. L'accès à un lieu propice pour études à la maison semble moins fréquent pour les 3 groupes. Les 3 groupes ont abandonné davantage de cours durant la session et ont aussi songé à abandonner leurs études pendant la session en plus grand nombre. Et c'est encore plus vrai pour les gens qui ont des troubles de santé mentale. Les 3 groupes ne sont pas plus nombreux à avoir hâte au retour en classe que les autres étudiants. Ils sont cependant plus souvent préoccupés par le calcul de la cotère. Et l'épreuve uniforme de français inquiète davantage les 3 groupes que les autres étudiants, ce qui est encore plus vrai quand on est aux prises avec un trouble d'apprentissage. Maintenant, le bilan sur les modalités d'enseignement elles-mêmes, les 3 groupes ne se démarquent pas des autres étudiants quant à l'appréciation des mesures de protection mises en place, on l'a dit. Les étudiants des 3 groupes éprouvent davantage de difficultés à comprendre les attentes à leurs égards. Les changements pédagogiques génèrent du stress dans les 3 groupes. C'est encore plus vrai, plus marqué chez les étudiants qui ont un trouble de santé mentale, ces 2 éléments-là. Les étudiants des 3 groupes estiment plus souvent que la charge de travail s'est accrue que les autres étudiants. Tous les effets négatifs de l'enseignement à distance qui ont été mesurés sont plus souvent rapportés par chacun des 3 groupes que chez les autres étudiants. Ce sont des effets négatifs liés aux résultats scolaires sur lesquels les étudiants des 3 groupes se distinguent davantage des autres étudiants. Donc, c'est vraiment le résultat qui les préoccupe le plus, où ils sont le plus nombreux à dire qu'ils notent des effets négatifs de l'enseignement à distance. Voilà. Puis, dans le même ordre d'idée, sur la santé mentale, les 3 groupes ont présenté ce qu'on pourrait appeler une certaine vulnérabilité psychologique pendant la 2e vague. Bien qu'ils aient utilisé davantage les services d'aide psychosociale, ça ne couvre pas l'ensemble des étudiants des 3 groupes qui présentaient une symptomatologie élevée, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, la seule ouverture, je pourrais dire, c'est ces impacts-là vont être à surveiller à moyen et long terme. Puis justement, je profite de la fin pour parler, comme disait Marco, que la phase 3 a été débutée hier. Donc, on aura vraiment 1 an après comment, ce n'est pas forcément les mêmes étudiants exactement, mais on a des indicateurs là pour baliser un peu quand même ceux qui étaient là l'an dernier ou pas. Peu importe, ces effets-là qu'on a observés, majeurs, un petit peu tristes, pessimistes, est-ce que c'était à court terme? Comment se situent nos jeunes actuellement? On va pouvoir le découvrir prochainement grâce à cette 3e phase. Donc, on vous remercie. Puis encore une fois, je souligne que nous avons 4 webinaires complets d'1 heure sur les effets justement scolaires, sur un certain nombre de commentaires libres que les jeunes ont fait, donc plus de 5000 commentaires libres sur plusieurs questions et donner des conseils aux enseignants, etc. La santé mentale et l'utilisation des services du point de vue justement de certains des personnes, des intervenants qui offrent des services. Tout ça sur notre site Internet si vous voulez creuser ces éléments-là. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Benjamin et Marco, donc, pour cette présentation qui, je suis certaine, a suscité beaucoup d'intérêt de la part du public. D'ailleurs, j'ai déjà noté plusieurs questions, donc on va commencer tout de suite. On aurait une première question de la part d'Adeline. Oui, bonjour, donc je suis Adeline du Cégep à distance.
J'avais une petite question. D'abord, bravo pour la présentation. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir toutes ces données. Je voulais savoir, donc si j'ai bien compris, dans tous les troubles que vous mentionnez, ça peut être autant des étudiants qui ont eu des diagnostics ou des étudiants qui se reconnaissent dans ces troubles. Dans les diapositives qui concernaient le degré d'anxiété et la dépression, là par contre, je voulais savoir, est-ce que c'est basé sur une auto-appréciation ou un diagnostic médical? Merci. Oui, donc j'imagine quand je donnais les résultats sur la symptomatologie anxieuse et dépressive, hein, bien oui, en effet, ça c'est auto-rapporté dans le sens où de toute façon c'est un questionnaire. Donc, mais cette fois, c'est vraiment basé, comme je disais, sur un nombre d'items. Donc, chaque échelle a plusieurs questions qui sont en fait les symptômes du fameux DSM. Donc, c'est à la fois auto-rapporté, mais basé sur une échelle validée. Donc, c'est la même, entre guillemets, je pourrais poser les questions à la personne, puis côté, bon là, la personne répondait elle-même. Donc, c'est auto-rapporté, mais c'est vraiment basé sur la symptomatologie vécue. Et cette question, elle est intéressante parce que oui, quand on nous dit toujours, ah ben ouais, mais TSM ou même tout l'apprentissage, peu importe, c'est pas des diagnostics, c'est auto-rapporté. Mais par contre, si on fait la distinction entre les échelles et ce que les jeunes ont rapporté, ce n'est pas toujours l'équivalent à 100%. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des jeunes qui considèrent avoir un trouble de santé mentale et qui ont vécu plus ou moins d'anxiété et de dépression pendant la COVID. Alors, merci beaucoup, Benjamin. On va passer à la seconde question de Simon Larose. Oui, bonjour à vous deux. Merci pour la présentation, des données très intéressantes, là. Moi, j'avais une question sur vos différentes phases. Est-ce que vous allez exploiter le volet longitudinal de ces, notamment là, dans la description de l'anxiété et de la dépression, de voir comment ça a évolué, ou de façon transversale, si ce n'est pas les mêmes participants, c'est peut-être des cohortes différentes, indépendantes que vous suivez dans le temps. Mais est-ce que vous allez, ou vous l'avez déjà fait, regarder comment ça évolue à travers les différentes étapes de la pandémie aussi, là? Ça, c'était ma première question. Puis la deuxième, c'est concernant les perceptions négatives de l'enseignement à distance. Pour bien comprendre votre comparaison entre ceux qui étaient à distance et ceux qui étaient en présence, ce n'est pas les mêmes étudiants. J'essaie de figurer ce que ça veut dire là, en décembre 2020, être en présence ou être à distance. Puis, est-ce qu'il n'y a pas un effet de sélection là-dedans? Finalement, on ne parle pas des mêmes catégories d'étudiants, ce qui fait que ça se reproduit un petit peu dans leur perception qu'ils ont de l'enseignement reçu. Bon, je ne sais pas si vous pouvez commenter là-dessus, et si mes questions sont assez claires pour avancer là-dessus. Merci Simon. Moi, je vais commencer, puis Marco, je te laisse terminer. Ça va être rapide pour ma part. Très bonne question. Oui, en fait, c'est ça. C'est une comparaison d'études transversales parce que ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas spécialement ou spécifiquement, ou en tout cas les mêmes étudiants. On ne pourra pas le savoir. On a vraiment opté pour l'anonymat complet, même si on sait qu'il y a des façons de l'obtenir quand même en longitudinal, mais peu importe. On y va sur le transversal, mais c'est l'optique qu'on a donnée déjà dans la capsule spécifique sur la santé mentale, le webinaire, où en effet, on compare la première phase, donc, qui en plus correspond à la première vague, et la deuxième phase, qui est donc la deuxième vague, et on va faire la même chose avec la troisième. Donc oui, c'est l'optique que l'on a, et ça a été fait plus par des communications orales que par un écrit scientifique, mais tout ça est dans le webinaire, en effet. Et donc, Marco, je te laisse répondre pour les autres éléments. Oui, concernant les comparaisons qu'on établit, en fait, on demande aux étudiants, as-tu suivi des cours à distance, en synchrone, asynchrone? As-tu suivi des cours en présence? As-tu suivi des cours hybrides? Et tous ceux qui nous disent oui, on leur pose une série de questions sur les effets constatés sur leur motivation, sur leurs résultats scolaires, des cours qu'ils ont suivis. Il y a plusieurs étudiants dans l'échantillon qui ont 2 ou 3 modalités d'enseignement en parallèle parce que selon les programmes, selon les cours de formation généraux, c'était un peu différent. Qu'il y ait un labo ou pas, c'était un peu différent à l'automne 2020. Donc, une bonne proportion de l'échantillon a toutes les 2 ou 3, plusieurs modalités.
reviennent dans plusieurs catégories. Ce n'est pas systématiquement des gens qui n'ont eu que des cours à distance versus des gens qui n'ont eu que des cours en présence. Il y en a, mais ce n'est pas systématique. C'est dès que tu as été exposé à un cours à distance, tu pouvais répondre sur les modalités que tu avais reçues. Voilà. Je voulais aussi, en complément à la question numéro 1, Simon, Benjamin ne te l'a pas dit, mais dans le questionnaire qu'on vient de lancer ce matin, il y a beaucoup de questions qui commencent par comparativement à l'année dernière, à la même époque, comment situe ton niveau de ci, ton niveau de ça. On leur demande ce genre de questions-là comparatifs, là, pour un peu mesurer l'évolution, les changements dans le temps. Ce n'est pas une étude longitudinale, mais il y a des questions où on demande aux participants de tenter de le faire. Merci beaucoup, Marco. Donc, on va passer à la troisième question donc, de Pascal Lévesque. Donc, juste avant qu'on passe à la question, je vais juste mentionner qu'il reste juste 2 minutes pour la période de questions. Si jamais Marco et Benjamin, vous avez quelques minutes supplémentaires à nous accorder, je vais clôturer la conférence, puis après, on pourra poursuivre avec les questions qui n'ont pas été posées. Donc, pour le public, si jamais vous aviez d'autres questions à poser, que vous n'avez pas eu le temps de le faire dans le temps officiel, donc, Marco et Benjamin vont rester un petit peu plus longtemps pour y répondre. Donc, ne vous inquiétez pas si vos questions n'ont pas le temps. J'ai encore une liste de 3-4 personnes qui voulaient encore poser des questions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les passer en 2 minutes. Donc, je vais donner la parole à Pascal Lévesque. Bonjour vous deux. Merci beaucoup pour cette présentation-là. En fait, j'aimerais vous ramener dans votre posture de chercheur. C'est que vous nous avez présenté vraiment plusieurs données intéressantes. À mon avis, il y en a plusieurs qui ne sont pas surprenantes par rapport à ce que vous nous avez livré. Par rapport à votre posture de chercheur, au-delà des données présentées, est-ce que vous avez quelques éléments d'étonnement ou quelques choses à nous révéler au-delà des données présentées qui nous seraient intéressantes en termes d'action ou en termes de réflexion, de pistes de réflexion pour la suite? Ça, c'est ma première question. Puis l'autre élément, malgré le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les différentes catégories de jeunes, la donnée sur la perception de la qualité de l'enseignement à 1 sur 4 m'apparaît vraiment un élément majeur, d'autant plus qu'avec les nouvelles opportunités d'enseignement à distance, un peu à distance et en présence, probablement que les institutions vont aller vers ces 2 modes-là. Il me semble qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de majeur à réfléchir sur la suite des choses en termes de formation à distance par rapport à la perception de la qualité de l'enseignement. Voilà. Vas-y, Marco, c'est plus dans le domaine de l'éducation, même si j'ai un petit peu aussi, mais je te laisse répondre. Tu peux avoir les mêmes surprises. Je pense à ta surprise, à ce qui sort de la présentation. Moi, je vais répondre à la dernière partie de ton intervention, Pascal, c'est concernant effectivement la qualité, le jugement des étudiants sur la qualité de l'enseignement reçu. C'est un peu inquiétant concernant la préparation des étudiants pour les études collégiales en particulier. Moi, les étudiants de première année là, qui arrivent. On les a posé la question, j'ai hâte de voir le spectre. Dans quelques semaines, on va avoir les mains dans les données. Là. On commence à les analyser sur la préparation aux études collégiales. Hein, le SPEC 1, là, le sondage sur la population des étudiants du collégial, mesure ça à l'arrivée. Ça va être un élément marquant. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça parce qu'on a certains échos. Pascal, je sais que tu en es témoin aussi. Ce matin, encore une réunion avec plusieurs collèges de Montréal et tous les centres de services scolaires. On mentionnait qu'on s'inquiète du fait que les jeunes ne semblent pas trop prêts à se projeter dans des études postsecondaires actuellement, secondaire 5. Ça, c'est des éléments là, de terrain intangibles. On n'a pas de données, ce n'est pas validé, mais c'est une inquiétude palpable dans le réseau actuellement autour de ça. Puis le jugement de l'enseignement reçu, puis le jugement sur la préparation aux études supérieures que les jeunes peuvent avoir, c'est un élément important de ça. L'autre élément, c'est effectivement la santé mentale. Benjamin pourrait le dire. Quand on a des troubles de santé mentale, se projeter
Faire des longs projets, c'est peut-être pas aussi facile. Tu sais. Donc, les aspirations à long terme sont un peu hypothéquées, entre guillemets. Là. Donc, c'est un peu normal, mais la proportion qui vivent ces situations-là est telle qu'il ne faudrait pas se surprendre que les aspirations, pour le moment, soient difficiles à faire pour un jeune. Moi, ça ne me surprend pas tellement, mais en même temps, c'est un peu inquiétant pour les inscriptions de l'an prochain. C'est un peu inquiétant pour le parcours scolaire des étudiants dans les prochaines années. Encore que, j'aime à le rappeler, cette année, on s'attendait exactement à ça, puis on n'a pas vu de baisse d'inscription dans les collèges. Puis beaucoup d'intervenants avaient le même sentiment, que les jeunes n'oseraient pas, que choisiraient de faire une pause. Et ça ne s'est pas avéré. Est-ce que ce sera encore la pause? Je ne suis pas futurologue, moi, là, je ne sais pas l'avenir, mais c'est questionnant, effectivement. Mais cette année, on n'a pas eu de manifestation tangible de ces inquiétudes-là qu'on entendait depuis quelques mois dans le réseau. J'ai hâte de voir vraiment le spectre, comment les jeunes se considèrent prêts pour les études. Ça, c'est un élément important. Puis la santé mentale, ben, je ne sais pas, on dirait qu'à date, entre la vague 1 et la vague 2, grosso modo, Benjamin, je n'ai pas cru observer une grande augmentation, une grande amélioration, même au contraire. Hein? Contrairement à ce qu'on aurait pu souhaiter, particulièrement sur l'anxiété. C'est ça, un petit peu, la réponse aussi, ce serait un peu que les surprises ne sont pas forcément positives, dans le sens où, oui, on a suivi justement, ça fait du pouce à ce que disait Simon, on a suivi première phase, deuxième phase, puis la première phase, tout le monde a été un peu pris au dépourvu. L'enseignement s'est fait justement un peu dans l'urgence, puis on s'est dit que passé l'été, les choses allaient certainement se remettre en place, même si la deuxième vague nous a frappé au niveau sanitaire, mais on s'est dit que les choses allaient être mieux anticipées. Ce qui crée l'anxiété, vous le savez, pour la plupart, c'est vraiment justement le sentiment de ne pas pouvoir appréhender les choses, ni de les anticiper, ni de pouvoir justement bien les gérer. Et ce sentiment-là de désorganisation a augmenté pendant la deuxième vague, malgré justement l'été qu'il y a eu entre les deux. Donc ça, c'était un peu la mauvaise surprise. La bonne surprise dans les autres présentations, c'était que malgré tout, 50% voyaient quand même tout ce qui arrivait comme un élément positif, donc sur l'estime de soi, sur donc un sentiment de vulnérabilité potentielle, mais qui les faisait grandir. Et ça, encore une fois, j'insiste, c'est ce qui à long terme laisse les traces psychiques les plus importantes. Mais en préparant cette présentation pour aujourd'hui, en allant peaufiner ces sous-groupes-là, malheureusement, ma surprise est mauvaise parce que justement, ce nombre-là diminue d'autant plus quand on regarde les étudiants en situation de handicap approuvé ou auto-déclaré, encore une fois. Donc là, la surprise est un peu plus négative, c'est que chez ces jeunes-là, il va falloir encore plus soutenir, observer, et j'ai bien hâte. La seule bonne chose que je vois, c'est justement qu'ils sont allés chercher de l'aide plus nombreux que les autres. Ça, c'est très positif. De l'aide au niveau au moins de la psychosociale. Donc ça, par exemple, c'est positif, mais hâte encore une fois de voir là, un an après, comment tout ça se vit, au-delà de l'épuisement pandémique dont on parle beaucoup et qu'on a évalué aussi, là qu'on va évaluer. Au-delà de ça, au niveau vraiment psychologique, comment les jeunes sont à plus long terme, est-ce que c'était transitoire? Et voilà. Bon. Mais on le sait d'expérience et en ayant discuté avec des intervenants, on le sait justement que oui, pendant la deuxième vague, l'aide psychosociale avait augmenté un petit peu, les demandes d'aide ont augmenté, mais ce n'était pas non plus au niveau des chiffres qu'on avait observés. Et là, je sais que depuis la rentrée de cette année, ça a encore plus augmenté. Donc ça, c'est positif. Ça ne l'est pas pour les gens qui doivent accueillir toutes ces demandes, mais en tout cas, c'est un mouvement, j'espère, qui est massif et que les jeunes vont prendre soin de leur santé mentale. Merci beaucoup, Benjamin et Marco, pour la réponse à cette question. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait en discuter encore pendant longtemps, mais je vais être obligée quand même de fermer officiellement la conférence. Mais comme je disais tantôt, pour celles et ceux qui veulent rester quelques minutes supplémentaires et qui ont encore des questions, donc vous allez pouvoir les poser. J'activerai les micros de tout le monde, donc vous pourrez les poser. Donc, avant de nous quitter, je voudrais déjà encore une fois remercier nos deux conférenciers, donc Marco et Benjamin. Je voudrais aussi remercier notre interprète Sean Malone. Donc, pour celles et ceux qui nous ont suivis en anglais, donc Sean a été la personne qui a fait l'interprétation.
Merci également à Jennifer de SET qui a été en charge du service de sous-titres. Donc, si vous avez suivi les sous-titres également. Donc, c'est Jennifer qui était en charge de cette tâche. Alors, avant de vous quitter, je voudrais réactiver une dernière fois le partage de mon écran pour vous présenter la prochaine midi-conférence. Donc, rendez-vous, donc notre prochain rendez-vous, donc ce sera en 2022, au mois de février. On va faire une petite pause au mois de janvier, mais pour mieux se retrouver. Donc, conférence qui sera à nouveau en français et avec un service d'interprétation en anglais, encore une fois, pour les personnes anglophones. Une conférence qui va traiter de la représentation des personnes en situation de handicap dans les médias. Donc, présentée par Mouloud Boukala de l'Université du Québec à Montréal. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous, ça risque d'être fort intéressant. Et ça m'amène finalement à vous remercier encore une fois de votre présence et de vous souhaiter une bonne fin de journée. Et pour cette